Bonsoir. Ça fait longtemps. Le film d'aujourd'hui se nomme From Hell It Came de Dan Milner, sorti en 1957. Alors je dois vous avouer que ce film-ci, je l'ai vu il y a déjà un bon moment, et j'hésitais vraiment à en parler pour une raison de vide absolu. Vous allez comprendre. Faut dire que dans ce film, mis à part son monstre d'une beauté incomparable, il y a pas mal de dialogues, et qui en plus d'avoir été écrits par un clown dépressif sous morphine, ils éclatent pas des masses ton plaisir gustatif de punchline. Il faut préciser que le film est le deuxième de Dan Milner, ainsi que son dernier. Car oui, ce cher Dan ainsi que son frère Jack ont voulu, comme des grands, fonder leur propre boîte, nommée Milner Brothers, et ont pu donc réaliser leur premier film, The Phantom from 10,000 Leagues. Bon, pour ce premier, on va rapidement passer dessus, car il est plus vite que le CV d'un jeune de 16 ans, mais bon, pour vous faire plaisir, voici un extrait du trailer de ce chef-d'œuvre. The Phantom from 10,000 Leagues. Voilà, c'était les meilleures scènes, on a tous souillé nos pantalons, la joie. Bref, après ce succès sans précédent, c'est du sarcasme, nos deux chérubins décident de se lancer dans un nouveau film avec comme monstre un terrible arbre maléfique. C'est les verts qui vont être contents. Donc on se lance dans l'aventure avec peu de moyens financiers, et donc toutes les scènes d'île sont tournées directement sur les plages d'Hollywood, avec dans le rôle des indigènes, des Américains pure souche habillés avec des plumes. L'histoire en prend plein le derrière. Bref, cette histoire commence à sentir tellement fort la défaite que même le frère de Dan commence à se désolidariser de tout ça. On peut pas trop lui en vouloir. Il contribuera vaguement au scénario. Et encore, il a peut-être écrit juste The End à la fin du script. Enfin, si c'est ça, il était devin. Dan réunit donc une équipe ainsi que des acteurs d'une finesse digne du coin de table dans tes côtes, ainsi qu'un costumier pour le monstre, le grand Paul Blaisdell. Alors pour la petite histoire, cet homme avait la réputation de travailler vite et de faire avec des maigres budgets pour des monstres d'une originalité incroyable, qui passaient nickel à l'affiche. Beaucoup moins à l'écran. On lui doit d'ailleurs les extraterrestres des films Invasion of the Sorcerman ou It Conquered the World, mais je nous les garde au chaud pour plus tard, je veux pas exploser votre sensibilité trop vite. Bref, avec un grand comme lui pour le costume, tout va bien se passer. D'ailleurs, pour mouvoir le costume, ils font appel à un catcheur professionnel. Oui, bah ça allait pas être Paul qui allait le porter, hein. Il a jamais porté ses créations. Il aurait peut-être dû pour se rendre compte de ses erreurs. Bref, un film joué par des planches lapins, écrit en 2 jours, tourné en 5 jours, et sorti la semaine qui suit. La recette du bonheur. C'est parti. Alors tout commence avec le titre et une musique de l'horreur. Puis on retrouve le personnage de Kimo attaché au sol en train de se faire juger par le nouveau chef, car il a sympathisé avec les Américains présents sur l'île. Je crois que c'est le méchant. Donc Kimo va se faire sacrifier par sa tribu, entouré de poules qui ont l'air de s'éclater. C'est qui le nota bene pour les poules dans le script là? Ah, et comme on peut le constater, les indigènes de cette île sont vachement familiarisés avec l'anglais. Mon avis, c'est que ça fait longtemps qu'on les a colonisés. À tel point qu'ils sont eux-mêmes américains en fait. Bref, Kimo jure qu'il va revenir dans l'enfer et qu'il aura sa revanche sur les traîtres. Il s'appelle comment le film? Du coup, ils prennent un couteau, le mettent sur sa poitrine, un coup de marteau et bim, on est bricoleur. Avec toujours les poules qui s'en foutent royalement de ce qui se passe. Puis là, il commence à danser. J'imagine que c'est une sorte de rituel où tu danses autour d'un cadavre avec des poules qui l'encerclent, qui s'en battent royalement. Puis après ça, ils le mettent dans une armoire et l'enterrent à la verticale. Puis on retrouve nos héros américains qui sont des scientifiques dans une baraque en train de discuter du pourquoi ils sont là pendant 4 minutes. Voilà, il y a déjà plus de budget. Puis là ils entendent un cri, ils vont voir dehors, et ils retrouvent Madame Kilgore qui a vu le meurtre de Kimo. Et cette chère Kilgore à son réveil commence à dire qu'il mériterait une bombe à hydrogène sur leur face. Est-ce que ça compte comme du racisme dans les circonstances? Puis là on se rend compte que la voix de Kilgore est particulièrement détestable. Vous inquiétez pas. Ils ont eu la bonne idée de la faire beaucoup parler. Bref, le matin, un hélicoptère nous apporte un nouveau personnage, le docteur Terry, copine du docteur Arnold, et pendant ce temps, à la tombe de Kimo, le sol se fissure. Tous les personnages font connaissance, et Kilgore arrête pas de jacasser, et un nouveau personnage entre en scène dans la personne d'Orchidée, une indigène qui sait bien parler anglais, contrairement aux autres. Puis par la suite, un couple indigène, ami avec Kimo, vient les voir au sujet de la peste, car c'est pour cela que les docteurs sont là.
Et pendant ce temps, dans le camp indigène, la veuve de Kimo, Cory, se fait rejeter par le nouveau chef car elle a fait tuer son mari pour être avec lui. Enfin bref, c'est la tristesse. On retrouve Terry et Arnold qui discutent pendant 3 minutes du futur, de l'amour et tout ça. D'ailleurs, ils s'embrassent au détour d'une super punchline de la part de Terry. I don't know. My metabolism. Terry et lui vont inspecter la tombe de Kimo par la suite et vont prévenir Clark de ce qu'ils ont trouvé. Une souche d'arbre pousse sur la tombe. Une fois rentré, Norgul, l'indigène sympa, voit le dessin de la souche et sans pression, il lâche que Kimo va revenir et leur parle de la légende de Tabanga, un monstre arbre de vengeance. Puis Orchidée arrive et dit qu'il y a un truc qui pousse avec une lame dans le cœur. Et tous vont à la tombe. Ils y vont et en 5 minutes ça a beaucoup poussé. Au moins ça aide le scénario. Pas la logique. Terry voudrait déraciner l'arbre et l'étudier, mais Arnold, lui, le balançait dans les sables mouvants, Clark, lui, s'en contrebalance. Bref, du coup, c'est long et il décide finalement de le déraciner, et maintenant, ils sont bûcherons. Donc, il a encore poussé, il le ramène au labo, et Terry fait la remarque que le pouls de l'arbre faiblit, et qu'il se meurt. Elle veut donc le sauver. Arnold, lui, veut en faire du petit bois. Il se décide de le sauver, puis après lui avoir injecté un produit de Terry, il décide de le laisser dans le labo et d'aller dormir. Mais le monstre qui n'était pas mort, pendant leur absence, a tout cassé et s'est enfui par la porte d'entrée sans la briser, vu qu'elle est toujours en état. L'équipe débarque et pense en premier que c'est les indigènes qui sont venus tout casser de colère, mais se ravise et constate que la radio est HS. Pendant ce temps, Cory tente un assassinat de niveau 2 sur Naomi, la promise du nouveau chef, et là, elles se battent. Et ouh, la violence. Mais bordel, mais Naomi, une expression, sois expressive! Mais là, le Tabanga capture Cory et Naomi, aussi expressif que les poules du début, fuit. Le Tabanga réussit à porter Cory. Je sais pas comment, vu le panel de mouvements qui lui sont permises. Et là, vous vous demandez, mais comment il va tuer Cory? Il la lâche dans les sables mouvants. Soyez indulgent, il fait ce qu'il peut, le machin. Et là, Cory se noie. Et... oh, on voit qu'elle a pied. Au moins après ça, vous pourrez plus critiquer Marion Cotillard. Bref, pendant que le Tabanga fait sa randonnée champêtre, le sorcier est averti par Naomi et part à la chasse aux sapins. Le Tabanga, lui, arrive chez le nouveau chef, le chef lui lance une lance, et le loupe en étant à 2 mètres, et là, le Tabanga lui fait un câlin contre un arbre, et ça le tue. Ah, je vous ai dit, il fait ce qu'il peut. Pendant ce temps, Orchidée va dire aux Américains que le monstre est toujours en vie et qu'il faut partir à la chasse. Pendant ce temps, le sorcier tend un piège au Tabanga. Il va jouer les appâts, et le catcheur va le prévenir de sa propre arrivée. Mais c'est lui là, c'est lui. Le Tabanga arrive, le piège fonctionne, et là les indigènes lui balancent des torches et s'en vont tout contents. Mais c'était pas fini. Le Tabanga arrive plus tard à sortir du trou, comme ça, et il repart. 2 indigènes le voient, ils fuient et vont prévenir les Américains qui prennent des fusils, avec Kilgore qui décide de les accompagner, car c'est bien connu, on change pas une équipe qui gagne. Tandis que le Tabanga s'en prend au sorcier, qui l'assomme, l'emmène, toujours en nous coupant le moment où il le ramasse pour l'avoir dans les bras. Non mais moi j'aimerais vraiment voir comment il fait. Hein. Et pour changer, il le lâche en haut d'une petite descente, le sorcier roule et s'empale sur une branche qui passait par là plus bas. On va dire que les lois du hasard sont impénétrables. Bref, les Américains sont en marche, Kilgore la ferme pas, et Terry se fait capturer par le Tabanga dans le meilleur scream du cinéma. Merci mes oreilles. Bref, il se lance à sa poursuite, le Tabanga veut la lâcher dans les sables mouvants, il lui tire dessus, mais rien ne fait. Et là, Arnold tire dans le couteau planté dans le cœur du Tabanga qui fait que le couteau s'enfonce davantage et tue l'arbre, et qui tombe dans les sables mouvants. Alors le mec, c'est Lucky Luke. Ouh, y a pas de logique. Et là, tout le monde est heureux, ça s'embrasse, Kilgore demande à Clark s'il est marié, et là, c'est la fin. Voilà, c'était From Hell It Came de Dan Milner, et j'espère que vous avez compris pourquoi c'était le dernier.
Bon, qu'est-ce qu'on peut dire de bien sur ce film? Que dalle! Bon, on peut reconnaître une certaine originalité dans le monstre présenté. Un arbre vengeur, c'est vrai que c'est pas banal. Mais bon, avec ses clichés sur les indigènes, ses petites incohérences, son scénario écrit au lance-roquettes, et ses acteurs encore plus en bois que le monstre, je pense que je m'avance pas trop en disant que c'est pas ouf. La seule chose à retenir de ce film, c'est bien la tronche du poteau de bois qui nous sert de monstre. Après, c'est toujours bien pour se marrer un coup, ou pour pourrir la soirée de vos amis, c'est vous qui voyez. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé malgré tout. Nous on se retrouve bien vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais plein de bisous, partout, où vous voulez. Générique. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime